Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes et tous, parce que comme maintenant nous sommes des émissions en conserve, enregistrées en direct, en un seul morceau, sans montage, mais diffusées après coup. Alors, ce soir, 4 septembre 2025, c'est déjà l'émission Radar numéro 170, intitulée Hell Inside et sous-titrée Genetics Processors. Alors, sur l'affiche, vous pouvez voir à gauche Benedictus Spinoza et à droite le grand Alexandre Grothendieck et une bactérie, celle que vous voyez colorisée en bleu, un fœtus avec son cordon ombilical et tout en haut, sous les logos Gage et Netflix, une molécule de thalidomide. Et donc on va parler des formes chirales moléculaires, on va parler de ce qu'on appelle la vie miroir, et on va parler aussi origine de la vie. C'est une émission qui va alerter sur un danger extrêmement grand que court l'ensemble de la biosphère terrestre. Donc, le XXe siècle, du calendrier grégorien, calendrier instauré en 1582 par le souverain pontife catholique, apostolique et romain Grégoire XIII, fera entrer toute la biosphère terrestre dans la mortelle, durable et abominable ère du nucléaire. Le XXIe siècle, de ce même calendrier grégorien, inaugure la mortelle et abominable ère du génome, dont la pandémie de coronavirus débutée en décembre 2019 n'est qu'un pâle prélude. Le syndrome respiratoire aigu sévère a fait définitivement sortir du nucléaire 6 millions d'êtres humains. Souvenons-nous, le président des États-Unis d'Amérique préconisait des piqûres d'eau de Javel. C'est le même qui, suite à une première tentative infructueuse de quitter l'OMS en juillet 2020, durant son premier mandat, gèle aujourd'hui la contribution américaine au budget de l'Organisation mondiale de la santé, en prélude à son retrait qui sera effectif en janvier 2026. Depuis le début du XXIe siècle, des laboratoires créent des coronavirus chimériques à partir de coronavirus naturels qui circulent notamment dans les populations de chauves-souris rhinolophes en Chine. La dangerosité de ces travaux de laboratoire n'est plus à démontrer. Voici un extrait édifiant d'une de ces études publiées en 2015 dans Nature America. Je cite: « Nous avons généré et caractérisé un virus chimérique exprimant la protéine spike du coronavirus de la chauve-souris SHC014 dans un arrière-plan du SARS-CoV adapté aux souris. Les résultats indiquent que les virus du groupe 2B codant pour la spike du SHC014 dans un arrière-plan de type sauvage peuvent utiliser efficacement plusieurs orthologues. Alors, un orthologue, c'est un lien génétique présent entre deux espèces. Voilà, donc c'est un lien génétique commun entre deux espèces. Et là, dans ce cas, c'est plusieurs orthologues du récepteur humain de l'angiotensine convertase 2, ACE2, et se répliquer efficacement dans des cellules épithéliales des voies respiratoires humaines primaires. Donc, ça signifie tout simplement qu'on arrive à transférer ce qui va provoquer
un syndrome de respiratoire aigu sévère à l'homme. Voilà. Donc on a, dès 2015, manipulé des coronavirus naturels pour les rendre pathogènes à l'homme. Et ça, c'est un article publié dans Nature America. Je mettrai certainement le lien sous la vidéo. Voilà. Donc, plusieurs années après les morts de 6 millions de personnes, quand même, infectées par le Covid-19 et ses variants, l'Organisation des Nations Unies n'est toujours pas prête à décréter un moratoire immédiat et définitif sur toutes les recherches ayant pour but de rendre pathogènes pour l'espèce humaine des micro-organismes, même si une pandémie semble provenir d'un laboratoire d'un des membres permanents et thermonucléaires de son Conseil de sécurité. La synthèse biotechnologique d'êtres vivants est entrée dans le domaine du faisable, grâce aux capacités énergivores de compilation électronique des réseaux de neurones par itération statistique de colossaux volumes de données. Tous les domaines de la recherche scientifique font de nombreuses découvertes grâce au véritable saut quantique de connaissances que permettent les réseaux de neurones entraînés pour résoudre des problèmes scientifiques ciblés. Des problèmes quasiment insolubles par des cerveaux biologiques humains travaillant des années durant sont résolus en quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours. Cette année, un laboratoire privé américain de biotechnologie, Colossal Biosciences, a inséré in vitro dans les ovules d'une louve grise contemporaine le génome récupéré et reconstitué d'un loup géant à partir d'ADN fossile prélevé sur une dent de 13 000 ans et sur un crâne de 72 000 ans. La louve a servi ensuite de mère porteuse. Les 3 louveteaux ont un ADN nucléaire composite reconstitué et un ADN mitochondrial provenant d'une louve grise contemporaine. Ce sont donc des pseudo-loups géants. Les véritables loups géants ayant eux disparu il y a environ 12 500 ans lors de la fin de la dernière période glaciaire. Cette réalisation biotechnologique n'a strictement aucun intérêt écologique. Ces loups géants, au pelage blanc, sont adaptés à un climat glaciaire et à des gros gibiers qui sont aujourd'hui quasiment tous disparus, sauf peut-être le bison d'Europe. Qu'à cela ne tienne, Colossal Biosciences a déjà bricolé des souris à poils laineux, en insérant un gène fossile de mammouth codant cette particularité phénotypique. Qu'en pensent ces souris habillées pour l'hiver dans le cadre du dérèglement climatique global? Faire ou ne pas faire? Telle serait la question si le génome de William Shakespeare était reconstitué. Le dangereux credo de la croissance démographique de l'espèce humaine est un mortel axiome spécifique commun au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Le mortel credo de la croissance du progrès scientifique et technique, comme fin ultime de l'espèce humaine, en est le nuisible et contemporain corollaire. Que nous dit celui qui est pour moi le plus grand des philosophes, Benedictus Spinoza, au sujet des préjugés axiomatiques des religions du livre dans son ouvrage Éthique? Je cite donc Benedictus Spinoza. Or, tous les préjugés que je me propose de signaler ici découlent de ce seul fait que les hommes supposent communément que toutes les choses naturelles agissent comme eux-mêmes en vue d'une fin. Mieux, ils tiennent pour assurer que Dieu lui-même dirige toutes choses en vue d'une certaine fin, affirmant en effet que Dieu créa toutes choses en vue de l'homme, et l'homme pour qu'il honorât Dieu. C'est pourquoi je considérerai d'abord ce seul préjugé et je chercherai en premier lieu
la raison pour laquelle la plupart des hommes le partagent, tandis que tous sont déjà par nature enclins à l'adopter. Je montrerai ensuite sa fausseté. Et enfin, la manière dont il produit les autres préjugés relatifs au bien et au mal, au mérite et à la faute, à la louange et au blâme, à l'ordre et à la confusion, à la beauté et à la laideur, et à d'autres notions de ce genre. Fin de citation. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. La nature, c'est-à-dire ce qui est. Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est. Dieu se précède. Il est substance de lui-même. Unique, infini et éternel. Parce qu'il est tout ce qui est, Dieu n'a pas à créer d'univers. Il est univers. Dieu ne crée pas la vie, il est vie. Ainsi, parler de genèse, de création, c'est faire de la nature, c'est-à-dire de ce qui est, une partie créée du tout. Un tout dont l'infinitude serait nécessairement amputée de sa propre création, ce qui ne peut pas être le cas d'un Dieu unique, infini et éternel. Ainsi, l'expansion spatiale de notre bulle d'univers, elle-même déduite du fond cosmique de micro-ondes, ne serait pas une singularité, mais ferait partie de la nature de ce qui est, de ce qui fut et donc de ce qui sera, dans le cadre théorique de la suite infinie des éons que prédit la cosmologie cyclique conforme imaginée par le physicien théoricien Roger Penrose, lauréat du prix Nobel de physique de 2020. Ainsi, ne cherchons pas d'origine à la vie ailleurs que dans le vivant, et que dans le vivant lui-même, la vie n'ayant pas d'autre finalité que la vie, car étant substance d'elle-même. Le préjugé de l'origine a pour corollaire la fin. Cette locale historicité apparente est émergence des cycles plus ou moins longs de l'écume spatio-temporelle de nos existences. Voici ce qu'écrivait Léon Tolstoï, 1828-1910, dans son essai « Qu'est-ce que l'art ?», à propos de l'origine de la nuisible résilience des préjugés. Je vous remercie. Donc Fabrice m'a demandé un verre d'eau qui est arrivé prestement. Et grand bavard que je suis, je vais m'hydrater un petit peu. Donc je cite Léon Tolstoï. Je sais que la plupart des hommes, même ceux qui sont à l'aise avec les problèmes les plus complexes, sont rarement capables d'accepter la vérité la plus simple et évidente si celle-ci les oblige à admettre la fausseté de conclusions qu'ils ont expliquées avec délice à leurs collègues, qu'ils ont fièrement apprises aux autres et qu'ils ont tissées fil par fil dans la trame de leur vie. Fin de citation. Voilà pour les préjugés. Ainsi, l'accouchement doit toujours se faire dans la douleur. Le pain se gagnait à la sueur du front populaire. Dieu peut faire ses courses le 7e jour grâce à des arrêtés préfectoraux avant de se reposer. La retraite capitaliste peut devenir une obligation légale. Tout cela jusqu'au jour du jugement dernier. La fin promise à leurs adeptes par tous les gourous rabat-joie qui prêchent le dolorisme pour les nuls, qui promeuvent la martyrologie pour toutes et tous, la médecine de guerre devenant l'indispensable corollaire des profits colossaux réalisés par tous les industriels de la mort au détriment de toutes les populations. L'origine de la vie sur Terre n'est donc pas l'origine de la vie. Des chercheurs ont découvert des micro-organismes fossiles qui auraient entre 3,77 et 4,29 milliards d'années, soit seulement quelques centaines de millions d'années de moins que notre planète. Les scientifiques ont mis en évidence ces microfossiles dans des couches de quartz situées au nord-est du Québec. Donc je vais vous montrer
de quoi je parle. Donc, hop, ah oui, il faut que je revienne là, excusez-moi. Voilà. Là, c'est toujours un petit peu... voilà. Donc voilà ces microfossiles qui ressemblent à des protobactéries, à des premières bactéries, au microscope électronique dans une couche de quartz, donc qui a entre 3,77 et 4,29 milliards d'années. Alors, leurs travaux ont été publiés en mars 2017 dans la revue scientifique à comité de lecture Nature. Donc c'est pas n'importe quelle petite feuille de chou. Donc ces couches de quartz correspondraient à d'anciennes sources hydrothermales. Alors, le plus excitant de ces découvertes, et ça c'est Matthew Dodd, un des chercheurs à l'origine de cette découverte, c'est que la vie ait réussi à démarrer sur Terre de façon précoce. Ce qui soulève d'intéressantes questions sur ce qui s'est passé sur Mars et ailleurs dans le système solaire. A-t-elle pu faire de même sur d'autres planètes, s'interroge-t-il. Voilà pour l'origine de la vie sur Terre qui, comme je l'ai dit précédemment, n'est pas l'origine de la vie. Alors, le professeur L. Albani, géologue à l'université de Poitiers, a extrait depuis 2008 des centaines de fossiles d'un gisement sédimentaire proche de Franceville au Gabon. Des analyses de 2013 confirment qu'il s'agit de fossiles d'organismes pluricellulaires complexes, vieux de 2,1 milliards d'années. Jusqu'à présent, il était admis qu'avant 600 millions d'années, la vie sur notre planète ne comptait que des organismes unicellulaires. Alors, géochimiste au laboratoire Géosciences de Rennes, Philippe Boulevet nous explique, donc je cite ce géochimiste, « Nous avons aidé à la caractérisation de la géochimie des roches qui contenaient les fossiles pour mieux comprendre les conditions de vie des organismes et celles nécessaires à leur fossilisation. Alors, cela a été rapide, d'où la conservation exceptionnelle de la forme des organismes. Elle s'est produite par la formation de sulfure de fer, pyrite, probablement provoquée par une chute d'oxygène du milieu. La période, autour de 2 et 2,3 milliards d'années, est connue pour avoir subi des pics en oxygène. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est la variété de taille, de morphologie, de texture des organismes retrouvés. Un écosystème complet. C'est donc durant l'éon archéen, il y a 4 milliards de rotations terrestres autour du Soleil, que se seraient formées les toutes premières traces de vie sur Terre. De nombreux scientifiques s'orientent vers le rôle des argiles dans les processus physico-chimiques ayant permis l'émergence biophotonique de molécules autoréplicantes en leur sein. Des minéraux semi-conducteurs simples, tels le sulfure de zinc, sont capables de récolter l'énergie solaire et de la convertir en liaison chimique d'acide dicarboxylique à partir de CO2, fournissant ainsi les réactions de base du métabolisme universel avant l'existence des enzymes. Les minéraux argileux, agissant comme des éponges chimiques, peuvent retenir l'eau et les molécules organiques polaires, les protégeant ainsi des ultraviolets solaires et concentrant et catalysant la polymérisation de molécules organiques telles que l'ARN. Des argiles chaudes et gorgées d'eau, exposées en journée au rayonnement solaire, ont pu réunir les conditions physico-chimiques de création
des premières vacuoles lipidiques, ébauche des premières membranes cellulaires. Albert Einstein est peu connu pour sa première publication dans Annalen der Physik en 1901 au sujet de la tension superficielle des liquides et de l'explication moléculaire du phénomène physique de capillarité, modélisé mathématiquement dès 1717 par le médecin anglais James Durin. Ainsi, le calcul de la hauteur d'ascension ou de dépression d'un liquide dans un tube capillaire a précédé de presque 2 siècles son explication physique, ce qui sera aussi le cas pour la théorie de la gravitation universelle formulée par Isaac Newton et publiée en 1687 dans son ouvrage intitulé Principes mathématiques de la philosophie naturelle, et l'explication einsteinienne des plis gravitationnels par déformation du continuum spatio-temporel. Alan Turing est connu du grand public pour être le scientifique qui a imaginé le principe des algorithmes, base de toute l'informatique. Il a appliqué avec succès ses idées novatrices durant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du décryptage des messages militaires nazis codés grâce à différentes machines Enigma. Il est aussi connu pour être une des nombreuses victimes des politiques judiciaires criminelles d'une société patriarcale et viriliste, ce qui est encore aujourd'hui malheureusement le cas sur de trop nombreux territoires pour tous les homosexuels, considérés au mieux comme des malades, au pire comme des pervers condamnés à la peine capitale, notamment par l'actuelle dictature confessionnelle iranienne. Alan Turing avait publié en 1952 les bases chimiques de la morphogénèse, les bases physiques de la morphogénèse. Et on voit bien un troisième scientifique dont des travaux totalement novateurs et extrêmement importants sont passés complètement dans l'oubli. Ce novateur travail théorique prédira des structures de Turing. Malheureusement, il restera inachevé suite à son empoisonnement au cyanure le 8 juin 1954. Depuis, des équipes de chercheurs pensent que les structures de réaction-diffusion peuvent être les bases biochimiques de toutes les structures vivantes et qu'il s'agirait des fameuses structures de Turing, prédites un demi-siècle plus tôt par celui qu'on considère aujourd'hui comme le père de l'informatique. Nous voilà en plein cœur de notre sujet de ce soir. Une formule brute moléculaire correspond rarement à une seule configuration topologique. Dans le cas des protéines, qui sont des polymères organiques, les formes qu'elles adoptent étaient très difficiles à prédire. Seules des techniques de diffraction de rayons X permettaient de les déduire. Depuis quelques années seulement, des réseaux neuronaux d'auto-apprentissage sont capables de prédire le repliement des protéines de 98% des protéines, c'est-à-dire leur topologie spatiale. Alors, ces formes moléculaires caractérisent les propriétés physico-chimiques de ces véritables nanomachines moléculaires naturelles que sont les polymères protéiniques. Et il faut savoir que les couleurs que nous voyons, les odeurs et les goûts sont liés aussi à des formes de terminaison moléculaire. Parce que, en fin de compte, ce sont des accroches. Nous devons bien voir les molécules comme de véritables nanorobots qui ont des fonctions très précises, avec des champs électromagnétiques qui peuvent même être transmis et capturés par des clusters d'eau. Voilà, c'était d'ailleurs une théorie qui a valu beaucoup de problèmes à celui qui l'a mis en avant, parce que les laboratoires pharmaceutiques n'aiment pas trop que l'on puisse prétendre qu'on puisse transmettre une information électromagnétique qui viendrait remplacer les molécules qu'ils vendent à prix d'or. Voilà, donc
Voilà pourquoi les travaux mathématiques appliqués à la topologie de feu le mathématicien Alexandre Grothendieck sont toujours d'une importance cruciale pour plusieurs domaines scientifiques, dont notamment la biologie moléculaire. Tout le monde connaît Louis Pasteur pour son vaccin contre la rage. Pour moi, ses premiers travaux scientifiques, réalisés sous la supervision du chimiste Auguste Laurent, 1807-1853, professeur de chimie de l'Université de Bordeaux, ont été réalisés grâce à une technique aboutie de cristallisation. Je cite des propos de Louis Pasteur tenus en 1850. Et là, avant de citer Louis Pasteur, je vais boire un petit coup d'eau. Donc je cite Louis Pasteur en 1850. La matière première à l'aide de laquelle je sépare de l'acide racémique les deux acides qui entrent dans sa composition est le racémate double de soude et d'ammoniac. C'est l'intermédiaire par lequel je suis obligé de passer pour arriver à la préparation de l'acide dextroracémique et de l'acide lévoracémique. Si l'on sature des poids égaux d'acide racémique par de la soude et de l'ammoniac et que l'on mêle les liqueurs neutres, ils se déposent par refroidissement ou par évaporation spontanée un sel double en cristaux d'une grande beauté que l'on peut obtenir en 3 ou 4 jours avec des dimensions extraordinaires, quelquefois de plusieurs centimètres de longueur et d'épaisseur. Ainsi, inutile de trier à la pince et épiler sous microscope les formes dextrogyre et sénestrogyre des cristaux d'acide tartrique. Il publie ses travaux dans les Annales de chimie et de physique en 1848, sous le titre « Recherche sur les relations qui peuvent exister entre la forme cristalline, la composition chimique et le sens de la polarisation rotatoire ». Voilà, on parlait de polarisation rotatoire, on ne parlait pas encore de lumière polarisée parce que certains parlaient même de molécules de lumière. Voilà, comme quoi le mot molécule n'était pas encore rattaché au sens qu'on lui donne aujourd'hui. Nous aurions tort d'interpréter cela rétrospectivement comme les bases expérimentales et théoriques de la dissymétrie moléculaire, voire de la chiralité moléculaire, donc de la stéréochimie, car en 1848, atomes et molécules ne sont encore que des spéculations théoriques. C'est le physicien William Thomson, 1824-1907, alias Lord Kelvin. Et pareil, les gens connaissent Lord Kelvin, mais tu leur dis William Thomson, ils disent oui, c'est quoi, c'est les téléviseurs Thomson, voilà. Donc, Lord Kelvin, qui a créé et utilisé le mot chiralité, qui est formé à partir de kyr en grec, qui signifie la main, le 16 mai 1893, soit 45 ans après la publication des travaux de Louis Pasteur. Et alors, je vais citer Lord Kelvin. Je nomme chiral toute figure géométrique ou groupe de points, et je dis qu'il y a chiralité si l'image de l'objet dans un miroir plan, même avec une idéalisation, ne peut être mise en coïncidence avec l'objet lui-même. Deux mains droites égales et similaires sont homochiralement similaires. Des mains gauches et droites égales et similaires sont hétérochiralement similaires. Elles sont également énantiomorphes, selon la terminologie introduite probablement par des Allemands. Tout objet chiral et son image dans un miroir plan sont hétérochiralement similaires. Fin de citation. Cette chiralité moléculaire, dans le cas de molécules biochimiquement actives, peut faire toute la différence entre un poison et une bonne médecine. Le terrible exemple de la thalidomide de formule brute C13H10N2O4, donc 13 carbones, 10 hydrogènes, 2 azotes et 4 oxygènes, est un médicament utilisé entre les années 50 et les années 60, comme antinauséeux chez les femmes enceintes et comme sédatif. La forme sénestrogyre, donc qui va orienter la lumière à gauche,
est effectivement antinauséeuse et sédative. Malheureusement, la forme d'extrogir de cette molécule chirale est un tératogène puissant, provoquant des anomalies congénitales graves, potentiellement létales chez l'enfant à naître, après exposition pendant la grossesse. Les effets tératogènes responsables des malformations se doublent d'effets mutagènes et épigénétiques qui se transmettent à la descendance. Cela n'aurait servi à rien, malheureusement, d'essayer d'administrer que l'énantiomère sénestrogir de cette molécule aux femmes enceintes, car malheureusement, cette molécule chirale voit son isomérisation se modifier in vivant de manière métabolique. Donc, le mélange moléculaire redevient racémique, c'est-à-dire contenant les deux formes chirales, la bénéfique et la redoutable. Les biochimistes, avant de parler de la suite par rapport à la chiralité moléculaire, je vais joindre par téléphone notre ami Pierre Merechkovski pour qu'il puisse s'adresser à nous, vu qu'il n'a pas pu être présent avec nous ce soir. Donc j'appelle notre ami Pierre Merechkovski. Ne te tiens pas trop près, voilà. Oui, allô? Allô Pierre, tu es en direct, Allô? c'est à toi. Allô? Oui. Allô? Allô Pierre, tu es en direct, c'est à Allô? toi. Ah, Tu es en direct Pierre, c'est à toi. allô? Ouais. Ah, bon, oui, alors je vais parler là, je suis en train de parler là. Donc là, je suis dans Paris. Alors je traverse une galerie, là, il y a des gens qui parlent, là, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Bon, je vais retourner dehors, oui, ça sera mieux. Oui, alors la question de la science qui serait dangereuse, c'est une question intéressante, mais je ne sais pas quoi dire, parce que le danger, c'est très relatif. Là, par exemple, on nous avait beaucoup dit que les vaccins allaient faire des hécatombes de morts. Bon, il n'y a pas d'hécatombe du tout. Alors, pourquoi on nous a dit ça? Peut-être pour nous faire, je ne sais pas trop la raison, hein, je ne sais pas. Et le confinement, ça aboutit à ce que les gens ne veulent plus travailler. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qui était prévu s'est retourné contre ceux qui l'ont fait. Donc, c'est vrai que faire des bactéries qui vont tuer tout le monde, d'après ce que j'ai compris, c'est sûrement pas une bonne idée, mais on ne sait pas la conséquence de nos actes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est au niveau individuel être vigilant, se regrouper et puis voir, échanger et voir comment on peut se positionner par rapport à des choses nouvelles. Mais l'appel à la peur systématique, à la fin du monde, moi je sais que tout le monde le sait, j'ai des crises de panique, donc je pense que ces crises de panique, en fait, elles me permettent de me repositionner par rapport au monde. C'est-à-dire de me dire que j'existe puisque je suis en panique par rapport à des choses que j'entends. Mais moi, c'est une manière de gérer mes angoisses, hein, de refuser la panique, puisque j'en ai. Voilà, et je comprends aussi très bien que des gens, dans leur discours, enfin, cet appel permanent à la peur de ce qui va arriver, la peur de la guerre, la peur de Mérou, la peur de tout ça. Bon, alors, si c'est pour des raisons d'équilibre personnel, pour... je ne sais pas commenter, peut-être que c'est bien les gens expriment leur peur. Si c'est pour d'autres raisons, je ne sais pas. Voilà, je trouve ça, entre guillemets, assez angoissant. Voilà. Mais les autres raisons, que les gens feraient des appels à la peur, je ne sais pas. J'ai des hypothèses. Voilà, bonne nuit et puis à bientôt. Au revoir. Je te remercie Pierre et à la prochaine. Voilà, au mois d'octobre. Donc, eh bien, effectivement, non, mais ceux qui veulent transmettre la peur, c'est ce que j'appelle les rabat-joie, sont justement des gens qui veulent créer une anxiété. Parce que quand quelqu'un a peur, il est susceptible de faire des choix et de prendre des décisions qui ne sont pas les siennes. C'est comme ça que pendant la pandémie, on a quand même convoqué des élections, ce que j'ai trouvé particulièrement scandaleux,
Et les gens ont été votés. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont chopé la Covid, et notamment des assesseurs qui sont morts. Tout ça parce que les politiques ont décidé que cette période anxiogène était propice à faire voter les gens. Voilà. Donc, les biochimistes utilisent la nomenclature D pour dextrogir et L pour lévogir. Alors, cette nomenclature fait référence à la configuration spatiale absolue, c'est-à-dire à l'arrangement spatial du composé par référence à l'alanine, un des acides aminés naturels, pour différencier entre elles les... Alors, pour différencier entre elles les molécules miroirs. Donc, tous les acides aminés qui constituent les êtres vivants sont, donc les êtres vivants terrestres, je précise, parce que pour le moment, c'est les seuls que l'on connaisse. Eh bien, ils sont tous lévogirs. Alors que dans l'expérience de Miller-Urey, donc cette expérience où on prend un ballon, on met une atmosphère supposée reconstituer une atmosphère primitive avec beaucoup de CO2, de l'eau, et on provoque un arc électrique qui va simuler un éclair, et on obtient un mélange à 50% de formes lévogir et dextrogir d'acide aminé. Donc ce qu'on obtient, c'est un racémique d'acide aminé de synthèse. Alors que dans la vie, tous les acides aminés qui constituent les êtres vivants sont tous lévogirs. Donc, il y a un problème. Alors, c'est la même chose pour les sucres. Tous les glucides d'origine biologique sont dextrogirs. Alors que, donc d'une manière générale, et ça c'est global, dans le vivant, un seul énantiomère a été sélectionné par la nature à chaque fois que le problème s'est posé. Alors par exemple, seule la forme lévogire de la vitamine C est assimilée par tous les organismes vivants terrestres. Alors, on parle d'homochiralité du vivant. Donc il y a une orientation moléculaire de toutes les molécules qui font partie, qui sont d'origine biologique. C'est ce qu'on appelle l'homochiralité du vivant. Et ça, c'est important à comprendre pour ce que je vais dire par la suite. Pour le moment, rien ne permet d'expliquer cette homochiralité biochimique de toutes les formes de vie terrestre. De nombreuses théories existent, mais aucune ne permet de trancher la question. Nous ne savons pas. Et ça, il y a beaucoup de scientifiques qui n'aiment pas cette phrase-là, nous ne savons pas. Et moi, je pense que c'est la base même de la connaissance réelle, c'est de pouvoir dire nous ne savons pas. Alors, cette ignorance n'empêche pas les laboratoires pionniers en bioingénierie d'envisager la possibilité technologique de créer des formes de vie miroirs, c'est-à-dire des formes de vie dont toutes les molécules seraient à l'inverse des molécules de tous les êtres vivants sur Terre. Alors notamment, bien sûr, les formes de vie, je dirais, les moins complexes, qui sont extrêmement complexes, les bactéries. Voilà, des bactéries miroirs capables de prouesses métaboliques lucratives, comme celle de transformer des déchets actuellement non recyclables en carburant. Alors cette proche faisabilité techno-scientifique aiguise les appétits des spéculateurs de tout poil et autres fonds de pension pour qui le profit immédiat et rapide reste l'œillère opportune à toute éventuelle question éthique, voire de simple sécurité planétaire, sanitaire et sociale. Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les industriels des entreprises du CAC 40 semblent si pressés d'enterrer la solidaire retraite par répartition. Après avoir aboli la hiérarchie des normes sociales, ils espèrent certainement pouvoir rendre les cotisations à l'égoïste retraite par capitalisation obligatoires. Un symposium international réservé à des éthologues, des généticiens et des biochimistes, tous triés sur le volet, intitulé Mirror Biology Dialogue, MBDF, s'est tenu à Paris les 12 et 13 juin dernier à l'Institut Pasteur.
juin, juillet, août, septembre, donc on voit, ça fait vraiment pas longtemps. Donc ça fait un trimestre. Alors voici la présentation de cet événement qu'on peut trouver sur le site de l'Institut Pasteur et suivra ma réaction à cette présentation ainsi que quelques extraits du compte-rendu des échanges entre experts qui s'y sont tenus et mes commentaires. Alors, à la clôture de ce symposium international, composé d'une conférence de communication publique, parce que toujours il faut faire de la com, et surtout de groupes de discussion privés entre experts. Voilà, et ces extraits de discussion entre experts dont je vais parler et je vais donner mes impressions. Alors, bien sûr, de tout cela, il n'est ressorti aucune mesure contraignante, ni aucun moratoire scientifique et technique concernant la synthèse future de formes de vie miroir. Rien de tout ça n'a été acté de la même manière qu'après 6 millions de morts, l'OMS n'a pas demandé un moratoire immédiat et définitif pour que tous les laboratoires, fussent-ils privés ou publics ou en partenariat, cessent toutes les recherches ayant pour but à rendre pathogènes pour l'espèce humaine des micro-organismes. Voilà. Donc je vais citer cette présentation. En décembre 2024, un groupe interdisciplinaire de 38 chercheurs issus de la France, du Brésil, de la Chine, de l'Allemagne, de l'Inde, du Japon, de Singapour, du Royaume-Uni et des États-Unis, ça fait 9 États-nations, ont publié un article dans la revue Science, accompagné d'un rapport technique détaillé, avertissant que les bactéries miroirs pourraient poser des risques inédits pour les humains, les animaux non humains, les plantes et tous les écosystèmes. Alors, ce groupe comprenant de nombreux chercheurs-chercheuses qui ont précédemment tenté de créer des bactéries miroirs soutient qu'il ne faudrait pas créer la vie miroir. Une position qui a rencontré un large accord de la part de la communauté scientifique. Bien que la vie miroir ne puisse probablement pas être créée au moins pendant une décennie, l'identification précoce des risques potentiels offre une opportunité pour une discussion inclusive afin de développer une gouvernance appropriée qui préserve les barrières existantes à la création de la vie miroir. Et vas-y, pour les copeaux de lampe de bois, on est servi. Alors, ma réaction à cette introduction. Ce que cet extrait nous apprend, c'est qu'une partie des scientifiques qui ont déjà tenté, heureusement en vain, de créer des bactéries miroirs, pensent que cela sera du domaine du faisable dans une décennie, voire moins. Voilà, ça. Alors, c'est moins de 40 apprentis sorciers repentis, 38 en 2024, pour 9 États-nations, ont certainement des collègues qui ne partagent pas leur renoncement à des financements généreux, ainsi qu'à la promesse de belles carrières nobelisables. Est-ce sur ces fragiles prémices qu'ils affirment avoir un large accord de la communauté scientifique, ou bien cherchent-ils seulement à se convaincre que l'expression de leur actuel renoncement puisse faire barrage aux insatiables appétits militaro-industriels internationaux? Est-ce que ce délai approximatif de recherche d'une décennie avant la faisabilité technique de création d'une bactérie miroir doit, comme ils le prétendent, être employé opportunément pour une discussion inclusive afin de développer une gouvernance appropriée qui préserve les barrières, et alors c'est moi qui rajoute scientifiques et techniques actuelles, à la création de bactéries miroirs, tout en permettant néanmoins de poursuivre pendant cette décennie les recherches permettant cette faisabilité future. Ou bien doit-on plutôt exiger dès à présent un moratoire complet et immédiat au sujet de tous ces bricolages biotechnologiques
qui mettent en péril le potentiel avéré, les bases biochimiques de toute la biosphère terrestre. Voilà mon commentaire par rapport à cette introduction. Donc je vais vous donner maintenant une suite d'extraits donc des échanges qui ont eu lieu entre experts et mes courtes réactions à leur sujet. Alors, premier extrait. Aujourd'hui, aucune forme d'organisme miroir n'est présent à l'état naturel sur Terre. Mais il paraît possible de pouvoir techniquement la créer artificiellement en laboratoire un jour. Fin de citation. Ma réaction. Il n'y avait pas de plutonium sur Terre avant 1945. Depuis, de nombreux radionucléides artificiels contaminent durablement toute la biosphère terrestre. Selon l'article 2 des statuts de l'Agence internationale de l'énergie atomique de l'Organisation des Nations Unies, cette durable contamination est le prix à payer pour la santé, la paix et la prospérité dans le monde entier. Nouvelle citation de ces échanges entre experts. La simple possibilité d'arriver un jour à créer une vie miroir conduit la communauté scientifique à anticiper les enjeux. Quelles utilisations? Quels risques pour l'environnement? Comment encadrer légalement et éthiquement ces innovations? Ma réaction à cet extrait. Anticiper les enjeux. Est-ce faire la balance entre utilité et risque dans un cadre légal et éthique, hors de tout contrôle des populations concernées? Autre extrait. À ce jour, comme le souligne John Glass, professeur responsable du groupe de biologie synthétique et directeur du campus à l'Institut J. Venter, aucun laboratoire n'a réussi à recréer le cytosol miroir, donc le liquide interne des cellules où se déroulent les réactions vitales à l'échelle cellulaire, ni même le ribosome de synthèse. Cela constitue un obstacle majeur. Autant de questions qui ont été discutées lors du symposium international accueilli à l'Institut Pasteur pour mobiliser chercheurs, décideurs et sociétés civiles autour de ces nouveaux défis. Ma réaction, s'agit-il in fine de décider un moratoire ou de mobiliser les chercheurs, les investisseurs décideurs et de rassurer les masses pour créer des conditions politiques, scientifiques et techniques propices à relever le défi de la création d'une vie miroir? Autre extrait. Les bactéries miroirs pourraient poser des risques sanitaires encore inédits en raison de leur chimie inversée. Là, je bois un petit coup parce que ma chimie homochirale réclame de l'eau. Alors, la structure moléculaire serait complètement différente de celle des organismes que connaît notre corps. Notre système immunitaire possédant une aptitude à reconnaître et combattre uniquement les agents pathogènes naturels, donc de chiralité naturelle. Donc, il serait vraisemblablement particulièrement incapable de détecter, voire de neutraliser, une infection provoquée par des bactéries miroirs. Ces dernières pourraient ainsi se développer de manière silencieuse en ne déclenchant peu, voire aucune réaction immunitaire. De plus, la plupart des antibiotiques et traitements actuels sont conçus pour cibler la conformation naturelle. Ils seraient aussi inefficaces contre des agents pathogènes à chiralité inversée. Ces bactéries miroirs pourraient ainsi engendrer des maladies nouvelles, impossibles à soigner avec nos moyens actuels. Un exemple déjà connu
qui montre que les molécules miroirs n'interagissent pas de la même manière avec le vivant de chiralité naturelle, et celui de la thalidomide, ce médicament sédatif qui avait été mis sur le marché dans les années 50 mais a vite été retiré des ventes pour cause, il présentait dans sa composition la molécule active et sa version miroir qui était hautement tératogène, ce qui a conduit à la naissance de 10 000 enfants avec des malformations. Certains experts, comme la professeure associée au Centre national des sciences biologiques Deepa Asgache, alertent sur le fait que de telles formes de vie pourraient affecter non seulement les humains, mais aussi les animaux, comme quoi il faut croire que les humains ne sont pas des animaux, les plantes et d'autres formes de vie, avec un potentiel de propagation difficile à prévoir. Enfin, si ces micro-organismes miroirs étaient viables, ils seraient dotés d'adaptabilité. Ils pourraient adopter des mécanismes de résistance et d'évolution similaires à ceux observés chez les microbes déjà décrits, ajoutant une difficulté supplémentaire au contrôle de potentielles épidémies. Alors, comme le prophétisait Alexandre Grothendieck lors d'une conférence qu'il a donnée au CERN, le Centre européen de la recherche nucléaire, le 27 janvier 1972, allons-nous continuer la recherche scientifique ? Point d'interrogation. Voilà ma réaction. Dernier extrait. Certains chercheurs, peu nombreux, mais il en suffit d'un, ont pu avancer avec une approche théorique et très générale que l'expérimentation concrète permettrait de bien comprendre comment ces organismes pourraient interagir avec le vivant, d'anticiper les risques et d'imaginer d'éventuelles stratégies de réponse. C'est ce que l'on appelle parfois le pari de l'expérimentation. Mais ce pari, comme l'affirme David Rilman, professeur de médecine, professeur de microbiologie et d'immunologie à l'université de Stanford, comporte un revers inquiétant. Créer de tels organismes, c'est aussi faire exister pour la première fois les risques réels tant redoutés. En d'autres termes, chercher à se protéger d'un danger en le fabriquant, c'est prendre le risque de voir surgir la menace que l'on voulait éviter. Ma réaction, les vies de toutes les populations animales, végétales et fongiques terrestres sont entre les mains de groupes technophiles, militaro-industriels, étatiques et ou privés. Cela est démocratiquement totalement inacceptable. Nous devons développer de nouvelles civilisations humaines post-industrielles, dont le but soit de créer et d'entretenir les conditions sanitaires et sociales de vie agréables et paisibles. Merci, Benedictus et Alexandre, de nous avoir montré le chemin d'un futur viable et surtout souhaitable. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous mensuel, tourné en direct le jeudi 2 octobre 2025. Cette 171e émission Radar sera diffusée en différé dès le 3 octobre 2025 sur nos pages Facebook Radar et YouTube. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Marc, bonsoir Fabrice, parce que notre ami Bruno n'a pas pu être là ce soir. Je vous remercie. Et à vous, Cognac G. Les personnes autour de nous, et nous étions en direct du Café Indiana, place de la République à Paris. Je vous conseille le Café Indiana, place de la République à Paris. Les serveuses sont charmantes. La bière est délicieuse, vous avez un happy hour et c'était vraiment une émission particulièrement passionnante ce soir. J'avais oublié que le premier article d'Einstein avait été relié à la capillarité. Et
cette émission sur la vie invertie était tout à fait passionnante. À propos d'inverti, et inquiétante. Remarquons que les travaux j'ignorais aussi les travaux de Turing sur la biologie, il va falloir que je les lise. Mais remarquons tout de même que le déchiffrage de la machine Enigma effectué par Alan Turing n'aurait pas été possible sans le concours des services de renseignement français qui lui avaient transmis les photographies et pas les plans exactement, mais enfin ils avaient les photographies parce qu'on avait un honorable correspondant dans le chiffre allemand qui s'appelait Thilo Schmidt et qui était le responsable de la machine de l'Enigma justement. Il y avait plusieurs énigmas, oui, il y avait plusieurs énigmas. Il y en avait une à 3 rotors, je crois qu'elle était utilisée dans les sous-marins, alors que l'armée de terre utilisait, je crois, une 5 rotors. Donc il y avait plusieurs modèles Enigma, c'est pour ça qu'il a été obligé de concevoir une machine aussi modulaire, et pour que justement, c'est pour ça l'algorithmie, c'est-à-dire toute la base de l'informatique imaginée par Alan Turing, a été importante, parce que si on avait construit une machine monolithique qui n'aurait pas été programmable, eh bien on aurait échoué. Et cette modularité, ça touche même à l'intelligence artificielle, parce qu'en fin de compte, on aurait pu, ces machines électromécaniques, on aurait pu en créer des couches, on aurait pu les associer à des poids, et on aurait pu faire ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Mais bon, il aurait fallu un territoire grand comme Londres pour avoir une machine avec un potentiel assez limité. Ben, je vous remercie, et puis je vous dis donc au mois d'octobre, au premier jeudi d'octobre. Merci Marc, merci Fabrice, et on peut toujours rebondir, et je pense qu'on pourra faire une émission complète peut-être sur la cryptographie une prochaine fois. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.